Donc, autour de la table, Anne-Sophie Alsif. Salut Anne-Sophie, chef économiste BDO, Philippe Wechter. Salut Stéphane. Salut Philippe, chef économiste Ostrom Asset Management. Et Denis Ferrand. Salut Denis. Bonjour Stéphane. Chef économiste aussi d'ailleurs. Et accessoirement directeur général de Rexecode. Non, je repense à Macron. Enfin, on ne va pas démarrer avec ça, mais c'est là qu'il est bon, quoi. C'est dans des moments-là, pas quand il prend cette espèce d'air grandiloquent pour enfiler des perles, c'est quand il est au contact, quoi. Enfin bref. Élection italienne. Alors là, vraiment, question très ouverte. Donc, je vous redonne rapidement les résultats. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, c'est-à-dire entre 12h et 13h, 26% pour donc les frères d'Italie de Giorgia Meloni, 47% en fait pour la coalition la droite des droites, disait Marion Maréchal ce matin. Bon, ne parlons pas d'extrême droite, c'est la droite de la droite. Avec Salvini et Berlusconi, Salvini qui s'effondre d'ailleurs. Voilà. Et la gauche derrière, j'ai oublié de noter, je crois que c'est 19% pour Enrico Letta et le Parti démocrate, ce qui lui permettait de dire que ce n'était pas si catastrophique que ça. Donc, premier point sur ces résultats. Et puis après, moi, je veux quand même un petit commentaire sur la sortie fin de semaine dernière de la présidente de la Commission européenne. Philippe, comment est-ce que tu vois ces résultats ? En gros, la question qu'on se pose, c'est, comme le disait d'ailleurs un petit peu Madame von der Leyen, est-ce qu'on est sur un risque de fracture de la zone euro après ces élections italiennes ? Alors, juste avant cela, rappelons que le parti qui arrive en tête a une prime pour effectivement disposer d'une majorité. Ah bah là, il ne fait pas de doute qu'elle aura une majorité, oui, là. Oui, mais même en nombre de députés. Ouais. Elle aura pas de difficulté, elle ne sera pas à 47% au total. Elle sera bien au-delà. Donc ça, c'est un premier point. Donc elle pourra gouverner sans contrepartie, si je puis dire. L'autre question, est-ce que ça fait exploser la zone euro ? On avait eu le même réflexe quand Salvini et le Parti 5 étoiles étaient arrivés au pouvoir. On s'inquiétait et on a vu que l'Europe tenait bon quand même dans ce cadre-là. Et donc pour l'instant, je ne pense pas que l'inscription dans la zone euro soit le premier souci. Le premier souci, les premières mesures qui vont être prises mais qui sont européennes aussi, qui nous concernent tous, vont être sur les questions migratoires. Parce que comme Liz Truss en Angleterre a été élue sur ce genre, sur cette thématique, elle a été élue aussi sur ce plan. Et donc, comment vont faire Elle veut un blocus maritime au large de la Libye, entre autres. Comment vont faire les Européens ? Quelles réactions vont avoir les Européens ? Ça va être intéressant. L'autre point sur la majorité italienne qui va se dessiner est que Salvini est pro-russe, elle est pro-atlantique. Meloni est plutôt pro-atlantique. Ouais, est-ce qu'il est vraiment pro-russe, Salvini ? Oui, comme non, mais il est pro-russe parce qu'à un moment, il a eu du pognon de la Russie, mais s'il s'agit de plus être pro-russe, il sera plus pro-russe. Enfin, tu crois que c'est une conviction chevillée au cœur de mais comme la d'autres Ligue. partis d'extrême droite en Europe. Ouais. Je ne citerai pas de nom. Non, mais justement, je suis pas tout à fait sûr que le Rassemblement National, si tu penses au Rassemblement National ou... j'ai oublié le nom du parti de Zemmour. Reconquête. Je suis pas tout à fait sûr que ça... Alors, Zemmour, c'est peut-être plus ambigu, mais les autres, ils sont pas... Oui, Zemmour, je suis d'accord. Zemmour, il y a un sujet. Mais les autres, c'est juste le pognon, quoi, point à la ligne. C'est pas... Tu vois, non. Je suis pas convaincu. Ah, tu crois que ça peut être une... Je suis pas convaincu. Moi, je pense qu'il y a des... Proximité idéologique. Proximité idéologique forte. D'accord. Et c'est ça qui va être intéressant dans la construction de la majorité italienne. D'accord. Intéressant. Anne-Sophie ? Alors bon, moi je pense qu'il n'y a pas non plus de risque de fracture. Le problème, c'est en effet plutôt Juste, je parle sous ton contrôle. À aucun moment, elle a remis en cause la zone euro et l'Italie dans la zone euro. Non, voilà, c'est d'ailleurs, c'est quand même un mouvement assez intéressant quand on va à l'extrême droite, parce que quand on regarde pas qu'en Italie, mais aussi en France, tous les mouvements d'extrême droite étaient très avant, il y a encore plusieurs années, contre la sortie de la zone euro. Enfin, vraiment et là, on voit c'est la mutation pour avoir l'électorat plus âgé qui leur manquait. On voit qu'économiquement, on reste. Et puis pour les sujets
de société, on fait un référendum là aussi. Donc, ou sinon, quand on pensait à la loi du mariage pour tous, on ne revient pas dessus finalement. Donc on voit que sur ces questions-là, c'est pour ça que certains disent ça ne devient plus une droite aussi dure, et ça fait aussi partie des stratégies pour faire muter le parti, c'est de dire, bon voilà, c'est le peuple qui décide, donc en fait, on met à sa souscription, et si le peuple dit non, finalement, on reste. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'était normalement un marquage assez important de l'extrême droite par rapport aux autres partis sur cet aspect européen. Et donc maintenant, on voit qu'il y a plein de partis souverainistes, donc ce côté-là est très mou. Et donc ce qui reste, c'est en effet le tout immigration, bon ça, qui reste le fonds de commerce plus ou moins important. Et puis sur l'aspect économique, alors c'est ou du libéralisme, voilà, ou des baisses de taxes, mais on voit qu'on est sur un programme libéral souvent assez classique. Et donc il n'y a plus on va dire, ce corpus idéologique quand même anti-européen qui était assez fort avant, et qui fait aussi qu'il y a peut-être des partis comme en France, comme Éric Zemmour, beaucoup plus à droite, qui reviennent là-dessus. Donc c'était un peu la parenthèse. Moi, ce que je vois qui est quand même plutôt inquiétant, toujours à moyen long terme, c'est que c'est vrai qu'on avait un peu un trio. On avait Olaf Scholz, on avait Emmanuel Macron et justement Mario Draghi, donc en effet, qui connaissent bien la zone euro, qui connaissent bien toutes ces péripéties, et qui avaient un peu une vision commune sur ce qu'il fallait faire dans les prochaines années au vu de la crise actuelle. Là, à mon sens, ça c'est un peu fini. Il faut rappeler que l'Italie, c'est quand même la deuxième puissance industrielle devant la France, derrière l'Allemagne. Donc c'est un partenaire économique de premier choix. On avait vu pendant la crise qu'on avait plus de dépendance avec l'Italie, bien sûr, qu'avec la Chine. Donc c'est excessivement important. Et là, on voit que sur des questions de l'Europe du numérique, de l'énergie, bien sûr, on l'a dit, des migrations, là, il va peut-être pas y avoir, on va dire, un corpus idéologique commun en disant, voilà, sur les grandes questions, c'est vraiment au niveau européen, au moment où on essaie de faire des fonds de souveraineté, on essaie de s'affirmer en tant que bloc par rapport aux autres. Là, à mon sens, ça peut poser plus problème en disant, voilà, nous, on peut pas allier seul. Et donc, sur les projets, on va dire, de moyen long terme, et là, c'est quand même la question de l'Europe de l'énergie. Alors, chacun, là, à court terme, essaie de trouver une solution, mais peut-être une fois que ce sera fini, il y aura peut-être quand même l'idée de se poser et de se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant à moyen long terme. Et là, c'est vrai qu'on avait 3 pays qui étaient assez en ligne, et là, c'est moins le cas. Donc, à mon sens, c'est en ligne. On va en reparler, mais même entre la France et l'Allemagne, on se rend compte que Oui, là, sur des questions de l'énergie... L'accord immédiat, voilà. Oui, c'est ça. L'accord immédiat tout à fait. Mais là, il faut voir vraiment le très court terme de la situation un peu qui brûle, et sur le moyen long terme, où il y avait quand même quelques visions qui pouvaient aller vers la convergence. Là, on voit dans ces discours que vraiment pas du tout. On est dans le discours traditionnel de l'Italien en premier, etc. Et donc, aussi sur l'aspect financier, on voit quand même qu'il y a des organes de productivité, qu'il y a une croissance potentielle qui est quasiment nulle, qu'ils ont une dette là aussi qui est beaucoup plus importante que les autres pays. Donc là aussi, sur cet aspect-là, aussi, le corpus économique est assez faible aussi. Je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai vu le chiffre ce matin, mais le parti qui se revendique de Mario Draghi, je ne suis pas sûr que Mario Draghi ait lui-même donné des consignes, mais le parti qui se revendique de Mario Draghi a fait 7% des voix, donc c'est aussi quand même politiquement une forme de désaveu. Oui, Denis. Une des manières de bien tolérer l'Europe, c'est quand elle verse des subsides. Il faut quand même pas oublier que l'Italie est quand même le premier récipiendaire du fonds Next Gen EU. C'est 180 milliards qui va à l'Italie, donc il faut faire un peu de nécessité-vertu, on va dire. Et pour l'Italie, désormais, va recevoir une manne qui est 180 milliards sur c'est quoi? C'est le plan à 750, ça, et voilà, c'est ça. C'est le plan du Covid, ça. Oui, tout à fait. C'est ce qui avait été voté. Donc l'Italie. Et c'est le seul qui a tout pris, c'est-à-dire qu'il a pris l'emprunt et les subventions. Oui, tout à fait. On comprend, mais justement, on comprend assez aisément pourquoi. On voit bien la tension qui s'est faite aussi sur les taux. Enfin, je ne veux pas anticiper sur la discussion autour de la Banque centrale, mais la tension qui s'est faite sur les taux, la progression, elle a été quand même la plus forte sur les emprunts italiens, sur la période récente. En tout cas, à l'intérieur de la zone euro. Donc, on comprend tout à fait pourquoi ils ont pris l'emprunt et les subventions, parce que d'une certaine manière, on monétise, on solidarise une partie un peu plus importante de la dette italienne, parce que c'est vraiment là que se situe la grande difficulté de l'Italie. Pourquoi est-ce que l'absence de croissance potentielle en Italie, qui est effectivement très manifeste, est un problème? C'est parce que cela empêche toute capacité à rembourser les échéances. C'est intéressant de faire ce lien parce qu'il est rarement fait, Denis, dans les débats qui nous accompagnent, entre l'importance de la dette et la croissance potentielle. Tout à fait. N'est-ce pas, Philippe? Absolument. Non, mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Non, ce qui est intéressant, moi, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme le disait Anne-Sophie, l'euro a disparu des programmes. Oui. Mais en fait, c'est la mutation de Marine Le Pen il y a 6 ans, lors de quand elle s'est aperçue l'élection présidentielle.
mettre l'euro en première ligne dans son programme n'était pas du tout populaire. Comme le L'euro dit Anne-Sophie, l'euro pas n'a populaire jamais- chez les vieux. Mais même l'euro n'a jamais... Il y avait un sondage ce week-end, l'euro n'a jamais été aussi populaire en France. Donc, Regarde les classes d'âge quand même, Philippe, oui, c'est mais un tout en petit peu moyenne, inquiétant. voilà, Oui, là, en moyenne, mais c'est une enquête avec une classification en fonction des c'est pourcentages, pour etc. tempérer ton enthousiasme. Mais- L'euro est bien plus populaire chez les vieux qui ont leurs économies en euros Les jeunes que n'en ont chez pas, les c'est jeunes. pour ça. Voilà. Oui, mais toujours est-il que c'est là-dessus que butait le programme de Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est mis un peu sous le tapis. Ça peut ressortir très vite. J'entendais, c'était François Langlais ce matin, qui alors donnait un chiffre assez impressionnant sur l'arrêt total en fait de la croissance italienne depuis 20 ans. Ouais. Mais vraiment zéro. Après 20 années formidables, la décennie 80, la décennie 90, 2000, 2010, mais vraiment l'arrêt total, c'est quasiment zéro sur 20 ans. Et lui disait, alors c'est une de ses marottes évidemment, mais c'est intéressant, lui disait, pourtant, l'Italie est clairement victime de l'euro. Voilà. Si on cherche une victime de l'euro, il n'y a pas d'autre explication à ce coup d'arrêt Il y en a une que la mise en place de s'appelle l'euro. Berlusconi. Berlusconi a été franchement responsable de ce qui s'est passé. Il a obscurci l'horizon des investisseurs. Il n'y a plus d'investissement en Italie. C'est pas ça qui te fait un coup d'arrêt sur 20 ans, Philippe. C'est pas un gars qui est passé, il est resté combien de temps Longtemps. avant qu'il soit... Longtemps. Ah ouais. Ah oui, Longtemps. il est parti en 2010, mais il avait eu le temps de faire du dégât. Hein. Ouais. Et justement, en fait, moi, je décomposerais en deux temps l'observation que fait François Langlais. Peut-être au début, oui, l'adaptation à l'euro a été compliquée pour l'Italie, mais quand tu regardes depuis 15 ans, les parts de marché de l'Italie en rapport à la zone euro progressent. En fait, ils ont une performance à l'exportation qui est largement au-dessus de celle que l'on connaît en France. Et en fait, on devrait décomposer, je pense, en deux temps les difficultés italiennes. La première difficulté, c'est effectivement l'adaptation à l'euro, et ça, c'est toute la transition qui va jusqu'à 2008, où là, tu vois vraiment reculer les pertes de compétitivité. Mais dans cette période-là, tu avais une homogénéité du coût du financement à l'intérieur de la zone euro. C'est-à-dire que tu n'avais pas de différence de coût du capital entre les pays européens. En revanche, après 2008-2009, là, tu as un changement total d'atmosphère, où tu as de la fragmentation qui se met en place, et ce faisant, le coût du capital devient beaucoup plus élevé en Italie qu'il ne l'est dans les autres pays européens. Et c'est là, effectivement, où on va retrouver une responsabilité de Berlusconi et des politiques italiens de manière générale, parce que c'est vraiment dans la seconde étape de la fragilisation de la croissance italienne qu'on va retrouver des explications qui sont nationales beaucoup plus qu'elles ne sont européennes. Et ce coût du capital aurait même été encore plus élevé, sans doute, s'il n'avait pas été à ce moment-là dans la zone euro. Tout à fait. Voilà, Oui, ça a servi de protection. Malheureusement, je pense qu'on va dire un peu comme nous, ça évite de faire les réformes et Non, le de travailler la compétitivité de l'appareil productif. Le problème de l'Italie, c'est que l'investissement n'est pas bon. Pas efficace, tu veux dire? Mais pas bon en niveau, pas efficace. Et c'est pas qu'une question d'euros. On est tous soumis au même type de contraintes. Et il y a des choix politiques qui n'ont pas été faits. Il y a des options qui n'ont pas été prises et qui pénalisent l'Italie dans la durée. Il y a le problème Vas-y, Anne-Sophie. aussi, bon, alors on a dit de bonne performance à l'industrie, mais plus globalement, il y a des secteurs, ils sont restés phares. Il y a aussi comment sont structurées les entreprises. C'est souvent des entreprises, on va dire, de taille intermédiaire. Ouais. Là, on retrouve un peu par rapport à ce qui se passe en Allemagne, mais beaucoup plus à capital familial. Donc, on va dire, des process qui sont assez normés. Et donc, des fois, des entreprises qui ont plus de mal à s'ouvrir, notamment à l'innovation ou, par exemple, conquérir de nouveaux marchés. Donc, bons sur ce qu'ils connaissent, mais on va dire moins bons sur de nouvelles choses, comme par exemple a pu l'être plus l'Allemagne, voilà, sur la machine-outil ou sur d'autres aspects industriels que l'Italie a moins fait. Donc ça joue. Et puis il y a quand même l'aspect du capital humain qui est aussi essentiel. Ils ont aussi un énorme problème démographique, de vieillissement, des énormes problèmes d'investissement en compétences. Et là, on voit même dans les classements qu'il y a un décrochage. Donc ça, bien sûr, ça joue énormément sur la croissance potentielle. Dans cette question du vieillissement, elle vaut beaucoup pour les patrons, justement, de ce Mittelstand italien. Je ne sais pas quel est le terme. Oui, c'est ça. Oui. Mittelstand italien. Oui, le Mittelstandi, oui. Mittelstand italien. En plus, on a beaucoup dit que le Mittelstand est quand même beaucoup assis sur
même si c'est une forme d'endogamie, mais sur les banques régionales Ouais. allemandes et sur en fait les lenders et le gouvernement politique. Enfin, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut-être va mal tourner d'ailleurs à un moment, hein, mais qui est peut-être pas dans l'épure de ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas qui lui donne une certaine solidité. C'est vrai qu'en plus, le Mittelstand italien n'avait pas la solidité des banques en face et le fait qu'elles étaient un petit peu aux ordres, on va le dire comme ça, Oui, et ces banques de ce sont que toujours voulait. assez fragiles. Hein, Et dans ces le- banques sont toujours assez parce fragiles. qu'elles sont Capitalisation, ouais. gorgées de dettes italiennes, etc. Donc, Et surtout, c'est un système qui est très épars. Donc, il n'y a pas de vraie banque systémique comme nous, on peut dire. Bon, après, on dit que ça comporte des risques, mais au moins, il y a vraiment des capacités de financement. Là, on n'a pas ça. Donc, avec, comme vous l'avez dit, capital des entreprises qui arrivent moins bien à se convertir. Donc là, c'est vrai que sur le moyen long terme, et surtout sur des secteurs un petit peu innovants, on voit que là, ils ont vraiment des problèmes de tournant, en fait. Et donc, ils restent bien là où ils sont, mais ils n'arrivent pas à se projeter à moyen long terme. Sur les industries. C'est ton terme de banque systémique qui m'y fait penser, parce que la Deutsche Bank en termes de banque systémique, Oui, là, c'est pas voilà, un on a vu exemple. mieux. Mais non, ça me fait penser, j'ai vu ce week-end un documentaire de Netflix sur Wirecard et sur le scandale Wirecard et l'enquête du Financial Times, absolument remarquable. Je n'avais pas en fait pris la mesure. J'avoue, alors je ne sais pas si vous êtes rentré dedans, mais j'avoue que j'avais regardé ça un petit peu de loin. Wirecard, bon d'accord, machin, ça... Oh, mais c'est incroyable. Ah oui. Et il y a beaucoup des éléments, c'est-à-dire, comment dire, beaucoup des éléments qui peuvent fragiliser l'Allemagne, c'est-à-dire ce côté patriotique autour d'une entreprise, cette idée qu'on avait une fintech mondialisée et que forcément, puisqu'elle était allemande, c'était la meilleure, et que les attaques du Financial Times, c'était en fait la City qui ne voulait pas comprendre que... Alors que non, quoi, les gars étaient des escrocs, mais de A à Z, enfin, c'est... Ah non, mais très, très spectaculaire. Ah non, va regarder ça, allez regarder ça, je vous assure. C'est très très bien fait, vraiment très bien fait. Un mot quand même, parce que tu l'as dit d'un mot, Philippe. Le sujet s'est déplacé. Donc là, Ursula von der Leyen, donc c'était jeudi, dit si jamais donc sur la question des valeurs, on va appeler ça comme ça, il y a un problème avec l'Italie, nous avons des outils. Donc ça a été très très mal pris en Italie. Sans doute d'ailleurs à juste raison, enfin c'est un peu bizarre de dire un truc pareil à 48 heures d'un vote, mais ce que voulait dire Van der Leyen, c'est prendre l'exemple de la Hongrie, et donc là on voit que la Hongrie est en train de faire en urgence une sorte de paquet législatif anticorruption pour récupérer 8 et 5, à peu près 14-15 milliards d'euros, ce qui, au regard du PIB de la Hongrie, est quand même considérable. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau au sein de notre Union européenne. Voilà, c'est intéressant, même si Van der Leyen n'aurait pas dû le dire, mais le fait en lui-même est intéressant, je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux pays qui ont félicité directement et rapidement Giorgia Meloni, c'est la Hongrie et la Pologne. Bienvenue au club. Non, mais on crée... c'est un cadre qui est perturbant malgré tout. Et effectivement, oui, sauf que la Hongrie rentre dans le rang, là. Oui. Il est obligé de rentrer dans le rang, Orban. Attends, on va voir. Ouais. On va voir. Parce que Orban est toujours très fan de la Russie. Donc, c'est pas sur l'histoire de la Russie. En l'occurrence, c'est sur la corruption. Et c'est assez légitime, d'ailleurs. Si l'argent de l'Europe est mal utilisé parce qu'il y a trop de corruption, c'est assez légitime. Suite à l'enquête qui a été faite sur est-ce que la Hongrie avait tous les éléments de démocratie qu'on souhaite en Europe, la réponse était non. Donc il y a un cadre qui a été défini par Orban. La corruption en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et donc il va falloir effectivement que la Hongrie, d'une certaine manière, se normalise par rapport à l'Europe. Et c'est peut-être le premier pas, et souhaitons-le. Ce qui est assez intéressant, c'est en effet, alors le timing peut être discuté, mais c'est essayer d'avoir un impact sur en effet la politique intérieure et un peu sur le fait qu'on n'ait pas de coordination au niveau budgétaire et des politiques internes. Donc bien sûr, on ne peut rien dire sur le budget, bien sûr, c'est la souveraineté des États, on ne peut rien dire bien sûr sur le vote, mais on voit qu'avec ces nuances, c'est l'idée de dire très bien, faites ce que vous voulez, mais derrière, il y a des mécanismes qui existent. Alors bien sûr, c'est aussi pour rassurer les marchés, parce qu'on sait quand même que c'est quand même le pays qui peut être en rouge. Il y a des choses qui existent, et
et aussi regarder peut-être que ces fonds structurels pourraient avoir aussi un rôle politique que l'on a moins fait. C'est vrai qu'on était assez vraiment clair, juste avant, on essaie d'avoir une convergence qui marche plus ou moins bien. Là, en effet, ça va peut devenir, je dis pas une arme pour entrer dans le rang, mais en tout cas, dans un contexte où les milliards vont être... Non, mais Philippe, toi tu dis tant mieux, le débat, moi je sais pas si c'est pas On définit antidémocratique. une sorte de cadre fédéral qui est intéressant. Oui, mais qui est on On l'a pas défini. Mais ça Il n'a pas été défini démocratiquement, c'est toujours le problème. Oui. Et autant je peux le comprendre pour la Hongrie, parce qu'en fait, la corruption, ça veut dire que c'est de l'argent mal utilisé, de l'argent européen. Autant pour la Pologne, franchement, ça me perturbe. La Pologne n'est absolument pas en lien, c'est l'organisation de leur système constitutionnel, l'organisation de leur système judiciaire, absolument pas en lien avec une utilisation de fonds européens. Et là, j'ai un sujet. J'ai pas soupçonné la Pologne Non, mais elle est sous le même train de sanctions que la Hongrie. Et là, j'ai un sujet, moi. Enfin, Ce qui est intéressant, c'est que politiquement, par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux populistes, c'est-à-dire que là, il y a l'idée de se dire, économiquement, c'est acté, on est dans l'Europe, etc. Donc, de fait, comme on ne peut plus y toucher, prenons un peu ce bouc émissaire qu'on prenait déjà, mais là, beaucoup plus, en disant, regardez, ils n'arrêtent pas de faire des lois antidémocratiques, etc. Et donc, ça peut aussi justifier, dans la mise en place des programmes qui ne sont pas forcément efficients économiques, de dire encore plus, regardez, c'est la faute de l'Europe, c'est pas le nôtre. Denis ? J'avoue que je partage ton point, oui. Autant, effectivement, c'est légitime de le faire sur la corruption, parce qu'effectivement, on voit tout de suite l'allocation de fonds européens détournés. Et là, c'est tout à fait... On est dans le processus du contrôle. Du contrôle de l'allocation, et là, c'est tout à fait légitime. Quand après, ce sont des choix qui ont été exprimés démocratiquement. Alors, je ne connais pas suffisamment les dossiers polonais ou hongrois, mais mettons par exemple sur une politique d'avortement et que ça ne répond pas aux valeurs de l'Europe, effectivement, ça me pose plus de questions, parce qu'à la fin, ça a été... On peut le regretter, et je le regrette, mais... non, mais on le voit sur le marché de l'énergie, la Pologne traîne des pieds pour l'utilisation du charbon. Donc, il faut trouver aussi un moyen de... Le cadre... Attends, on va y aller sur le marché de l'énergie, on va y aller parce que... Non, mais le cadre européen... Franchement, personne n'a de leçon à donner à personne sur cette histoire européenne. On est bien d'accord. Sauf que l'objectif doit être, à un moment donné, d'utiliser moins d'énergie fossile, et les Polonais disent non. À ce moment-là, c'est l'Allemagne qu'il faut sanctionner. Mais l'Allemagne aussi doit être sanctionnée. Ouais, j'ai pas l'impression que Mme van der Leyen ait cité J'ai entendu parler de la Pologne et de la Hongrie, je l'ai pas entendu parler de l'Allemagne. Pour le coup, sur la dimension électrique... Que ce soit ta conviction, j'en doute pas. Je suis pas sûr que ce soit celle de la Commission européenne. Là encore, je ne veux pas préempter le débat de tout à l'heure, mais justement sur la Pologne et l'électrique, il y a une volonté de faire du nucléaire. S'il y a un endroit où on va développer du nucléaire, ça sera en Pologne. Alors, non, mais juste finissons j'allais dire, cette histoire d'Europe avec la Grande-Bretagne quand même. Donc là, dégringolade de la livre. Philippe, tu dois suivre ça de très près, mais c'est vrai que visiblement ce matin, c'était très secoué. Oui. Je lisais d'ailleurs, c'est Wilfried Galland qui écrivait ça sur Twitter. Il dit que c'est quand même une monnaie de réserve de banque centrale, la livre sterling. Oh, c'est plus grand-chose. C'est plus grand-chose, ça va. D'accord. 4% des réserves mondiales. Ouais. D'accord. Bon, ok. 3% maintenant. Ah oui. Donc tout ça à cause en réaction à un paquet fiscal de 45 milliards d'euros sur 3 ans. C'est plus que ça. Non, beaucoup c'est plus que 45 ça. milliards de paquet fiscal. Elle supprime la tranche du barème, la 45% du barème. Oui. L'impôt sur le revenu. J'adore. C'est tellement anti. Le total, c'est 130 milliards quand même. 160 milliards, Ouais. c'est 45 par an alors. C'est 45 milliards par an. C'est 45 milliards sur la fiscalité. Sur la fiscalité, directe. oui, parce que tu rajoutes le paquet énergie, toi, qui est 65 milliards. Oui, c'est ça. Mais D'accord. c'est un coût considérable. Et puis, ça repose sur un truc qui ne fonctionne pas quand même. C'est quoi qui ne fonctionne pas? Les baisses d'impôts, tu veux dire? Liz Truss nous dit on va relancer la Trump, le truc. Mais c'est ça, c'est le même. C'est le trickle-down effect. Exactement. Mais ça ne marche pas. Ça n'a jamais fonctionné nulle part. Mais on a l'impression que c'est un truc chouette quand même. Hein, si on permet aux riches de s'enrichir davantage au détriment des plus pauvres, c'est génial quand même. C'est ça le trickle down. Hein. Oui, enfin c'est pas tel que tu le présentes, c'est plutôt. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les riches vont davantage investir et relancer la machine, et donc ça va bénéficier à tout le monde. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Ouais. C'est juste un moyen. C'est juste un moyen de
de faire de telle sorte que les revenus les plus élevés conservent et accentuent leur patrimoine. Anne-Sophie, aux États-Unis, ça a marché. Non. Non. Bah, Non. ça a marché, mais Non. parce que l'économie démarre comme une mobilette. Mais ça a marché. Non. Ben, tu t'es retrouvé avec le taux de chômage le plus bas de Non, mais toute ça l'histoire n'a des rien à États-Unis. voir, parce qu'il y a Et le l'inflation, taux de chômage. parce qu'il y a l'inflation, ça n'a rien à voir. Non, c'était avant l'inflation, sous Trump. Et ce sur quoi insistait Trump, le taux de chômage des minorités est le plus faible. Il n'y avait jamais eu autant de noirs au travail que sous Trump. Il insistait là-dessus. Donc c'était, mais c'est sans doute propre à l'économie américaine et à sa capacité de démarrer très très vite. Non, mais il y a Juste deux un truc, choses. Vas-y. là-dessus. Si vous fermez les frontières aux États-Unis pour que les étrangers ne viennent pas, effectivement, le marché du travail se tend. Là, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Les flux migratoires aux États-Unis ont été absolument considérables depuis 4 décennies. Si vous fermez les frontières, effectivement, les choses se tendent parce que vous manquez de main-d'œuvre. Et quand tu regardes les chiffres, je suis désolée, là tu prends le taux de chômage, il faut le mettre en rapport avec l'inflation, mais avant et sous Trump, regarde au niveau de la productivité, ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a cette politique qui a été mise en voilà, place, c'est ça. c'est quoi la conséquence? C'est la qualité du travail produit. Tu vois des énormes pertes en productivité. Et derrière, Ça, quand c'est tu regardes clair. après les inégalités, après le passage de Trump, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu vois qu'il y a les mêmes gains en capitaux qui sont faits avant et après? Absolument pas. Donc en termes de valeur ajoutée créée, on peut dire économiquement que ce n'est pas efficient. Et d'ailleurs, même lui l'a reconnu une fois dans ses discours en disant, en effet, c'est tout à fait normal que je mette en place des politiques par rapport aux contributeurs que j'ai, mais économiquement, on a profité de la relance. En plus, c'était donc une bonne nouvelle. Mais c'était juste une bonne nouvelle. Oui, non, mais ça, que Donc ce ça, il soit faut quand ensuite même de l'argent économiquement, mal utilisé, économiquement le étonnant, dire. Oui, Denis. Oui, effectivement, c'est intéressant de prendre le contrefactuel, parce que dans ce cas, prenons des pays qui n'auront pas mis en place du trickle-down effect, et est-ce qu'on voit des comportements différents en termes de taux de chômage? En fait, on est sur un mouvement qui est planétaire de réduction des taux de chômage de manière extrêmement forte, parce qu'on a un peu partout dans le monde, on a des mutations démographiques qui sont en train de faire véritablement collision. Donc ça on va dire que on va dire la méta-analyse. Ensuite, ça va être la question de quels impôts doit-on baisser? Et là, chaque pays aura sa propre réponse. Mais j'ai quand même l'impression que si on veut faire de l'investissement, parce que c'est ça un peu le principe, c'est-à-dire que j'ai diminué les impôts sur les riches et donc ils sont plus à même d'investir. Si on veut faire de l'investissement, ce qui est a priori plus efficace, ce sera plus de jouer sur les impôts des entreprises que de jouer sur les impôts des particuliers. Et c'est plutôt le pari d'ailleurs qui avait été fait en France, qui avait été notamment toute la baisse des impôts de production. C'était quand même ça aussi qui était en sous-jacent. Mais on ne passe pas par le même intermédiaire. Bien sûr. Pas sur la dimension patrimoniale, on joue véritablement sur les résultats d'exploitation que sont capables de dégager les entreprises. Kwasi Kwarteng, là, donc son ministre des Finances, il a écrit un bouquin sur Thatcher, sur les 180 jours de Thatcher. Le Je l'ai procès pas lu. Thatcher, tu l'as lu? Pas lu. Non, Tu je l'as l'ai pas pas lu. lu. Il Intéressant. paraît qu'ils sont formidables, ces bouquins, il paraît. 180 jours qui ont bâti une icône conservatrice. Ce serait intéressant de voir 3 ans avant Thatcher, il y avait eu la visite du FMI Ouais, au Royaume-Uni. absolument. En 1960. En fait, la séquence, c'est les mêmes. En fait, il faut que tu la démarres en 72, Ouais. puisqu'en 72, il y a un plan qui est un peu comparable à celui de Liz Truss. Voilà. Ensuite, tu as effectivement la visite du FMI. Ouais. Et Quand on t'as a qui Thatcher. frappe à la porte, c'est pas très bon. Non. Non, c'est pas très bien. On marque une pause.